À mesure que je m'enfonçais dans le maelstrom tourbillonnant de l'eau poisseuse dépolluée du port, la température ambiante chuta rapidement et la pression toujours grandissante et oppressante de cette masse considérable de liquide saumâtre, aussi sombre qu'insondable, comprima cruellement mon thorax jusqu'à me contraindre à recracher mon dernier souffle de vie en une ultime gerbe de bulles imperceptible à de telles profondeurs. Je n'aurais jamais suspecté que la mort puisse être si languissante à venir, de même que je n'avais pas conscience qu'un corps totalement évidé de son oxygène pouvait encore survivre quelques secondes supplémentaires. C'est précisément ce qui me permit de remonter à la surface dès que j'eus senti l'étreinte de ce monstrueux bras tentaculaire relâcher quelque peu son emprise autour de ma cheville cruellement enflammée. Le froid me pétrifiait des orteils à la pointe des cheveux. Néanmoins, je parvins tant bien que mal à me hisser comme une loque sur ce qui me semblait être l'un des pontons de bois vermoulu du port, et malgré le gel qui commençait déjà à raidir chaque pli de mes vêtements détrempés, je restais tout de même ainsi étalé de tout mon long sur le dos, en réalisant que même l'odeur pestilentielle du poisson avarié pouvait, lors de certaines occasions, paraître comme le plus exquis des fumets. Toutefois, j'eus au fait de ressentir les effets tout aussi délétères d'une forme plus pernicieuse d'asphyxie. Certes, je n'avais jamais réellement trouvé l'opportunité de m'engager à faire le tour complet de l'île, autrement qu'au travers des vieilles cartes de Darkwater que j'avais eu l'aubaine de dénicher au manoir. Mais l'imposant colosse d'argile qui s'érigeait juste au-dessus de ma tête, en brandissant l'ossature décharnée de son éventail effiloché, plus haut que l'épaisse couche de nuages maussades et menaçantes, ne pouvait être ce même moulin dont Fostervenberg m'avait succinctement évoqué l'historique, ou devrais-je désormais le nommer Fester Bergman, à en croire les incriminantes calomnies que proféra ouvertement le jeune Scotty à son égard. En réalité, peu m'importaient les obscures raisons qui l'avaient refoulé sur ce rocher impraticable, car pour l'heure, il me tardait bien plus de démasquer un quelconque repère qui pût me renseigner sur la nature de ce lieu singulier où je venais d'émerger inopinément en déjouant proprement l'emprise de ce poulpe incommensurable. Je ne trouvais que la faible force de pivoter ma tête de droite et de gauche pour explorer d'un faciès écœuré le lugubre panorama surnaturel qui avilissait les abords de cette esplanade de planches branlantes et visqueuses pour aller se noyer dans l'opacité grisonnante de la brume préoccupante qui macérait disgracieusement au-delà des vestiges du vieux moulin. Si je ne m'exhortais pas rapidement à me relever sur mes pieds pour quitter ce ponton et m'empresser de trouver un abri où pouvoir me réchauffer auprès d'un bon feu revigorant, je ne donnais pas cher de ma peau, et la mort finirait peut-être par avoir tout de même le dernier mot. C'est alors que pour la première fois depuis mon arrivée sur cette île agonisante, je fus surpris d'entendre émaner depuis l'arrière du vieux moulin croulant le cri singulier mais néanmoins réconfortant d'un mystérieux animal assurément terrestre. Mais j'allais bien vite déchanter. Le caractère trop peu coutumier de ce râle saugrenu aurait somme toute dû me préserver d'aller m'aventurer au-delà de l'énorme silo à grains, mais j'estimais crânement que les féroces morsures que m'infligeait le givre sans relâche valaient bien celles d'un menaçant mais craintif prédateur, et me mis alors en quête de découvrir l'origine de cet indescriptible beuglement. Quelque chose de malsain procédait de cette déplaisante contrée étonnamment évincée si loin de la ville. Ici, l'air vicié et nauséeux semblait comme un gaz qui venait troubler le paysage en le distordant maladroitement de ses imprévisibles volutes incolores. Le sol était entièrement couvert d'une rebutante matière olivâtre, spongieuse et glutineuse, qui collait à mes semelles et entravait davantage ma pénible progression au travers des maigres fourrés anormalement percluses et friables comme des coraux. Mais plus oppressant encore fut la chose innommable que j'entrevis se faufiler perfidement à l'arrière du moulin lorsque j'y parvins. L'instant fut bref, mais suffisamment saisissant pour en déduire qu'à l'autre extrémité de cette queue squameuse qui venait soudainement de disparaître entre deux rochers envasés, se trouvait immanquablement l'épaisse cuirasse d'un molosse tout droit sorti de la préhistoire.
Mon instinct me suggéra aussitôt d'agripper l'arme du vieux Neil, qui, par aubaine, et malgré toutes les turbulences qui m'avaient violemment molesté lors de ma récente noyade, était quant à elle restée fermement arrimée à l'arrière de ma ceinture. J'inspectai rapidement le chercheur en frissonnant de peur comme de froid. Seulement 2 balles. Comme si ce fût judicieusement prémédité à dessein, et pour quelque obscure raison, ce colosse précambrien semblait avoir volontairement élu domicile dans ce marécage boueux au puissant Roland de charogne décomposé, dans le but manifeste d'entraver l'unique accès donnant sur les vestiges insignifiants de cet antique moulin à vent. Tel un féroce chien de garde démesuré, ce gigantesque molosse à l'allure surprenante de dinosaure arpentait inlassablement cet immonde bourbier de puanteur de sa démarche pataude, mais néanmoins terrifiante, de crocodile affamé. Toutefois, l'analogie de cette abjecte aberration de la nature avec un quelconque reptilien ne résidait qu'en la consistance écailleuse de sa peau et son aspect grossier de lézard empêtré, car le reste de son anatomie dégénérée n'était en rien comparable. Son échine, dardée de pics saillants et acérés comme des javelots, regorgeait aussi d'infâmes grappes de pustules écœurantes, où devait macérer le plus répugnant des pus contagieux. Mais comme je commençais clairement à ressentir les affreux précurseurs d'une fatale hypothermie, et malgré la répugnance que j'éprouvais à me lancer jusqu'aux genoux dans cette insalubre vase fangeuse et malodorante, plutôt que de finir en vulgaire statue de glace oxy par le froid, je me résolus à tenter cette périlleuse traversée du marais, armé uniquement de mes 2 misérables cartouches. Dès lors, un cruel jeu de cache-cache hostile et meurtrier s'engagea. Je pris pourtant soin de progresser en évitant les bruits caractéristiques de succion que provoquait chacun de mes pas en émergeant de la vase, mais cet impitoyable cerbère devait aussi être doté d'un remarquable flair infaillible, car il eut au fait de venir me fondre dessus comme un diable surgissant de l'enfer. 2 coups de feu cinglèrent bruyamment dans le lugubre cloaque de ce gardien belliqueux, puis un 3e provenant de la balle engagée que j'avais omis de compter. Et bien que je fus convaincu d'avoir fait mouche à 3 reprises, l'abominable carnassier ne tressaillit qu'à peine, et je crus, là encore, que ma dernière heure avait simplement reporté provisoirement son échéance de quelques dédaigneuses minutes supplémentaires. Comme je n'avais plus la vigueur de fuir et que j'allais pour m'agenouiller avec résignation devant l'indiscutable suprématie de mon adversaire, je fus alors stupéfié de le voir anticiper mon geste et venir s'affaler de tout son long dans un fracas démentiel juste devant mes pieds embourbés. L'une de mes 3 balles était certainement allée se loger dans l'un des centres vitaux de la bête, car jamais plus elle ne se releva. Radieux de m'être vaillamment débarrassé à moi seul d'un tel mastodonte, durant un court instant, je fus presque tenté d'aller me vautrer funestement dans la tiédeur attrayante de ce sang cramoisi et fumant qui suppurait en gerbes répugnantes des plaies béantes de l'étrange animal agonisant à mes pieds. Mais je rejetai l'idée de cette morbide tentation sur l'influence néfaste et pernicieuse qui sourdait de la moindre parcelle de ces terres résolument excommuniées, et repris laborieusement mon expédition en replaçant respectueusement le vieux calibre de Neil dans mon dos. Bien qu'il ne me fût désormais d'aucune utilité, je ne pus me résoudre à abandonner aux eaux fétides de ces marais infréquentables ce porte-bonheur qui contribua par 2 fois à me sauver la mise. Jusqu'à cet instant, l'accumulation de tous ces événements insolites auxquels je fus confronté depuis la mort subite d'Edouard n'était pas encore parvenu à me déstabiliser objectivement. Le véritable choc émotionnel qui déclencha l'inéluctable reddition de mon discernement, pour lentement sombrer dans l'aberrance d'une totale déraison, se produisit à l'instant même où je réalisais quel sanctuaire hérétique je profanais de mes pas trébuchants et hasardeux. Un tel endroit ne pouvait endosser qu'une telle appellation. Je me trouvais indéniablement naufragé sur le légendaire récif fantasmagorique du diable.
L'aspect radicalement surnaturel et profondément incohérent du paysage qui se dévoila sous mes yeux ébahis depuis le haut de la petite colline au moulin me figea instantanément sur place. Cet univers strictement inconnu et régi par d'incompréhensibles préceptes ne correspondait à aucun des innombrables décors que pouvait afficher notre fructueuse palette de panoramas terrestres. Était-ce l'air troublé et vicié de ce lieu impossible qui faussa à ce point ma perception de l'environnement et m'occasionna ces invraisemblables visions? Car aucune terre ne convulse de la sorte lorsqu'on la foule du pied. Aucune eau ruisselante ne s'épand ainsi du bas vers le haut. À nul autre endroit les nuages ne défilent si précipitamment dans un ciel aussi tourmenté. Et nulle part ailleurs, d'énormes blocs de roches de plusieurs tonnes lévitent dans les airs comme de lestes plumes frivoles et graciles. Il était inéluctable que face à un tel désordre apocalyptique, la raison vacille et se laisse chavirer dans une irrémédiable folie, à défaut de pouvoir élucider la logique de ce chaos monumental contrecarrant chacune de nos lois fondamentales. Rien de surprenant au fait qu'Harry Macfellow en eût amèrement subi les désastreuses répercussions, et je craignais qu'à son instar, moi aussi je ne finisse rapidement par ne plus pouvoir dissocier l'illusion du réel. Une volée de marches poisseuses et périlleuses avait été grossièrement excavée dans l'une des parois de cette roche indescriptible, et comme j'augurais de la présence d'autres créatures sur ce récif, n'ayant plus d'armes pour me défendre, il me sembla préférable de prendre de l'altitude en m'aventurant prudemment sur cet audacieux escalier maléfique. Au cours de cette exténuante ascension, j'eus tout le loisir de me questionner sur la réelle vocation de toute cette macabre mise en scène. Pourquoi, après m'avoir si crapuleusement drogué, Sly ne m'avait pas tout bonnement coulé un bloc de béton sur les pieds avant de jeter mon corps à la mer? Pourquoi m'avait-il délibérément abandonné aux abords de la ferme du vieux Neil? Et pourquoi le poulpe m'avait-il relâché précisément ici? Ne pouvais-je reprocher cette suite de mes aventures qu'aux insondables caprices du destin? Ou tout ça ne relevait-il pas simplement d'une machiavélique et atterrante machination? Qu'essayait-on de me faire entendre de façon si gauche et abrupte? Pourquoi employer la fourberie, la violence, la cruauté et même la bestialité? Était-ce dans l'unique dessein de m'apeurer ou était-ce dans la fâcheuse intention de me contraindre par la force à signer ce fameux contrat relatif à la réhabilitation de Darkwater? Pléthore de questions fulminaient encore dans les résidus disséminés de ma conscience lorsque je parvins au sommet de ce récif légendaire. L'escalier périlleux, taillé à flanc de falaise, menait à l'entrée d'une vaste caverne où, malgré l'odeur répugnante de déchets poissonneux, régnait néanmoins une agréable chaleur excessivement moite mais considérablement réconfortante. Par précaution, avant de m'engouffrer dans la pénombre inhospitalière de cette affligeante grotte intemporelle, je m'emparai finement de l'une de ces petites pierres olivâtres qui gravitaient juste au-dessus de ma tête, sans même se soucier d'une quelconque pesanteur. Puis la jetai aussi loin que je pus, en scrutant d'une ouïe attentive le résultat de cette dérisoire manœuvre infantile. Et comme seul l'écho décuplé de son ricochet me revint aux oreilles, je pris le risque scrupuleux de m'y enfoncer plus en avant. L'influence irrationnelle de ce récif surnaturel s'amplifia davantage lorsque je m'aperçus allègrement que mes pieds ne s'appuyaient presque plus au sol. Cette singulière sensation me procura l'étrange et pittoresque sentiment de flotter à mon tour, pareillement aux énormes blocs de roche qui voguaient absurdement à l'extérieur, comme autant de navires échoués dans une mer éthérée. Cela dit, c'est l'inquiétante forme spectrale qui ondulait bizarrement dans le tréfonds nébuleux de cette cavité oppressante qui parvint à détourner l'attention que je portais à ce surprenant phénomène de lévitation. Et lorsque je me fus suffisamment rapproché, je découvris que les ombres sinueuses qui se tortillaient farouchement sur les cloisons ruisselantes de ce caveau antédiluvien émanaient des lueurs blafardes de quelques bougies disposées à même le sol, en un sinistre pentacle étoilé, ostensiblement équivoque et funestement blasphématoire.
Cette macabre mise en scène faisait-elle partie du jeu délétère auquel Sly Morlock s'adonnait vicieusement à mes dépens? Sinon, pour venir vénérer quel genre de sombre divinité dut-on s'aventurer sur ces terres impies au mépris de tels abominables molosses reptiliens? J'entrepris de m'en affranchir en allant braver éhontément l'odieux pentagramme qui avait été gravé sur ce sol visqueux. Car en son centre trônait majestueusement l'énigmatique effigie de l'icône pour laquelle ce lieu de culte avait été dévotieusement édifié, sous l'aspect grotesque d'une simple planche de bois de grève abrasée, qui avait été rudement lacérée par d'ignobles gerbes de peinture cramoisie. Bien que l'hideuse caricature gauchement peinte sur ce tribal totem de bois fût passablement délavée, les formes abusivement torturées que je parvins à y discerner me firent à nouveau lâcher prise de toute pensée rationnelle. Ce ne fut pas tant de devoir supporter l'horrible vision de la pieuvre hâtivement ébauchée sur ce vulgaire morceau de bois qui me fit mettre un genou à terre. Bien que la scène dépeignît abjectement l'effroyable monstre étreignant puissamment une malheureuse victime de ses multiples bras tentaculaires, à la manière d'un gigantesque boa constricteur. Mais ce fut bien la proie en elle-même qui me fit impulsivement chanceler, car en dépit de toute logique, le visage décomposé de cet homme entravé, dont seule la tête émergeait encore de cet inextricable enchevêtrement d'appendices gluants, s'apparentait trop parfaitement aux attributs caractéristiques de la lignée de mes ancêtres. D'ailleurs, sur l'instant, c'est le reflet décontenancé de mon propre visage effaré qu'il me sembla observer sur cette planche dégoulinante d'amertume, comme au travers de la vitre délavée d'un curieux miroir ésotérique. Hormis la certitude de ne plus être ici par le simple fruit du hasard, la découverte de cette mortifiante peinture rupestre m'impliquait surtout effrontément dans la nébuleuse et crapuleuse histoire qui, depuis toujours, enveloppait Darkwater de l'épais voile d'encre que ce calamar géant avait jadis convenu de déverser sur la totalité de cette île excommuniée. Était-ce là l'une des rares représentations de celui dont on ne devait jamais prononcer le nom? Et que signifiait cette emprise sur l'un des membres de ma propre famille? Peu m'importait que ce fût Warren ou bien Zachary qui suffoquait au centre de cet amas tentaculaire et que l'on avait délibérément voulu figer dans une sempiternelle agonie. J'espérais seulement que la couleur sanguine de cet horrible tableau ne provînt des veines même de son propre modèle. J'en fus à ce point troublé que j'en oubliai le danger et relâchai brièvement mon attention durant quelques secondes à peine. Mais ce fut suffisant pour ne pas discerner l'imminent déferlement qui se profila sournoisement dans mon dos. J'identifiai aussitôt le méprisable auteur de cette soudaine clé de bras par le revers, procédant du voleur inconnu qui s'était sournoisement introduit dans mon manoir. Car ce fut de cette même façon fourbe et déloyale qu'il m'envoya valser violemment contre un mur. D'ailleurs, tandis qu'il m'étranglait sauvagement sans adjoindre d'explication, je reconnus formellement par-dessus mon épaule l'aspect difforme de ce masque de poulpe effarouchant que je m'étais si longuement échiné à reproduire de mémoire sur une feuille de papier, précisément afin de ne jamais l'oublier. Néanmoins, il n'était pas question que je me laisse berner de la sorte à 2 reprises. Je pris donc fermement appui d'un pied contre le vieux panneau de bois croulant pour tenter de basculer vigoureusement mon adversaire en le faisant chavirer en arrière. Mais ce fut sans compter la fatidique présence du gouffre sans fond qui se trouvait dérobé dans l'obscurité à 2 mètres à peine de notre grotesque altercation.
La chute fut vertigineuse, effroyable et interminable. Pourtant, j'en suis gré à cet inexplicable phénomène d'apesanteur. Telle la petite Alice de Lewis Carroll, je chutai mollement, sans écoper de la moindre meurtrissure. Les véritables commotions ne survinrent qu'après l'atterrissage. C'est l'épaisse couche élastique d'un curieux substrat tiède et flasque qui m'épargna d'une mort certaine en me réceptionnant souplement. Mais l'odeur n'était plus la même. Du miasme écœurant de poissons avariés, elle était rudement passée à celle que dégage exécrablement la charogne en putréfaction. Et lorsque ma vue se fut enfin adaptée à l'obscurité de ce nouvel environnement, je compris malheureusement pourquoi. Je baignais dans le jus fétide et croupissant d'un incommensurable charnier révulsant. J'en vomissais sur le champ, alors qu'une incontrôlable panique envahissait graduellement les reliques de mon esprit ravagé. Quant à mon exubérant assaillant masqué, s'il n'était pas parvenu à s'éclipser par quelque porte dérobée, il demeurait probablement là, noyé quelque part sous mes pieds, en train de se liquéfier avant de se faire digérer à son tour. Écumant d'hystérie, je m'évertuais gauchement à me dépêtrer au plus vite de ce détestable cloaque viscéral dans lequel je pataugeais sévilement, envasé jusqu'au torse dans le hachis sanguignolant de cette avilissante fange contagieuse. Et tandis que j'enjambais avec exécration les monceaux de restes humains qui achevaient misérablement leur lente décomposition, une seule pensée me revenait inlassablement à l'esprit. Le mythe allégorique de ce récif diabolique ne comprendrait-il pas une large part de réalité, finalement ? Si tel fut le cas, et que la surface anormalement squameuse de cet écueil se révéla n'être que l'incommensurable échine d'un kraken, à l'instar de Geppetto de Carlo Collodi cette fois-ci, ce gigantesque réservoir bilieux qui tentait funestement de me dissoudre à petit feu, ne serait autre que les entrailles mêmes de ce monstre titanesque. Mais tout cela relevait trop de l'inconcevable pour que mon entendement l'accepte sans rechigner. Et malgré la pénible confirmation que m'infligea fâcheusement chacun de mes 5 sens, il tergiversa en m'évoquant la possibilité d'un éventuel délire fantasmagorique résultant de ces fétides exhalaisons malsaines et que j'aurais certainement inhalé en trop grande quantité. Pourtant, tout paraissait bien macabrement tangible et trop proche d'une intolérable réalité effroyablement poignante. À mesure où j'avançais dans le chaos de ce bourbier insalubre, je fus consterné de découvrir avec affliction la véritable amplitude de ce spectacle exacerbant d'horreur et d'obscénité. Les corps décomposés de toutes ces malheureuses victimes se disséminaient à perte de vue. Un jus acide, visqueux et nauséeux m'avalait jusqu'au torse, mais le plus surprenant provenait de l'abject mouvement imperceptible des parois qui constituaient ce gigantesque estomac. En dépit de toute cette extravagance, je ne pouvais me résoudre à l'idée que des êtres, quels qu'ils fussent, eurent élu domicile en des lieux si pernicieux, car la présence même des nombreuses bougies qui avaient jalonné mon périple imposé, de ces quelques constructions sommaires édifiées à l'aide de détritus provenant de la mer, tout comme les excavations de quelques tunnels et escaliers façonnés à même la chair organique de cette fosse improbable, dénotaient forcément d'une régulière fréquentation de ce récif par des êtres dotés d'une certaine forme d'intelligence. Était-ce là l'ignoble repère de ces lubriques squameux dont m'avait parlé le vieil O'Brien, juste avant de disparaître tragiquement par le plafond de son vieux cabanon ? Était-ce là les dépouilles encore fraîches de ces malencontreux touristes qui, en toute innocence, croyant venir assister à de festives réjouissances sur l'île, devinrent en fait le gibier même de cette récente rafle du jour du festin ? J'avais beau me torturer l'esprit sans relâche, je n'arrivais toujours pas à saisir les réelles motivations de ce macabre processus immoral et dépravé.
combien pouvait-on estimer le nombre déplorable de ces effroyables squameux, de ces poisseux ou de ces crapauds d'œufs dont m'avait parlé Neil, qui chaque année, à la même date, débarquaient sur l'île sans la moindre vergogne pour venir récolter leur crédule pitance. Et pourquoi ces monstres amphibiens se donnaient-ils la peine de rapatrier certains des cadavres jusqu'ici? Était-ce uniquement à dessein de pourvoir en chair humaine l'appétit insatiable de ce kraken gargantuesque? Ou pouvait bien se dissimuler un quelconque lien avec l'infamine dans tout cet imbroglio surnaturel? Je parvins tant bien que mal à m'extraire de cette marmelade de viscères fumants et m'engagea aussitôt dans la première ouverture qui se présenta à ma portée. L'air y était plus sec et moins vicié, quoiqu'une insidieuse pestilence néphrétique empesta résolument la totalité de ce récif déliquescent. Ce pathétique tunnel biologique m'offrit l'opportunité d'une éventuelle échappatoire, mais bien qu'il m'extirpât salutairement de ce maudit gouffre intestinal, je n'aurais su dire avec précision sur quoi il déboucha. Il me fut impossible de définir si j'avais enfin rejoint l'extérieur de la caverne ou si je me trouvais toujours à l'intérieur de ce monstre chimérique, car c'est profusément abasourdi que je me situais à présent face à un nouvel univers encore plus fantasmagorique que le précédent. Fustigé de plein fouet par l'aberrance de ce nouvel environnement, je réalisais tristement que pour n'appréhender qu'un dixième de ce monde diamétralement opposé au nôtre, la maigre contribution de quelques millénaires d'investigation n'aurait pas même été suffisamment productive. De cet inconcevable panorama éthéré, je ne saurais retranscrire que les quelques bribes éparses que désormais ma conscience ne parviendra plus jamais à bannir de ma mémoire irrévocablement vilipendée. Comment pourrais-je abolir de mes souvenirs brimés l'inéluctable réminiscence d'un tel monde insaisissable, si obliquement enclavé entre terre et mer? D'ailleurs, je défie quiconque d'oser aller s'aventurer sur l'échine scabreuse de ce récif mouvant, sans succomber à l'emprise envoûtante de sa singulière atmosphère, et pouvoir s'en retourner sans en avoir été viscéralement affecté. Pour ma part, ce fut sous la forme ingénue d'une lointaine ritournelle ensorcelante que le joug s'immisça. D'abord, je fus déconcerté d'entendre quelqu'un chantonner dans un lieu aussi pernicieux. Mais cette sirupeuse mélodie, qui tenait plus de la litanie nébuleuse que de la puérile comptine infantile, m'inocula cependant l'irrésistible tentation de me rapprocher de sa source. Malgré toutes ces légendes extravagantes que dispensent parfois les vieux loups de mer aguerris dans les arrière-salles des tavernes, en avisant grièvement les profanes incrédules de quelle mystification retourne en réalité l'irrésistible chant mythologique des sirènes, je ne pus me soustraire au charisme enchanteur de cette voluptueuse invitation et me laissa bassement soudoyer en lui obéissant aveuglément. Comme j'allais droit pour me jeter dans le méandre d'une nouvelle crevasse, le volubile angélus céleste s'interrompit subitement, me statufiant à cloche-pied par la même occasion au ras du précipice vertigineux dans lequel j'allais m'abîmer imprudemment. C'est dans cette grotesque position, prostré sur le rebord précaire et poisseux de ce puits faramineux, mais que je devinais néanmoins organique, qu'un autre phénomène invraisemblable m'affecta physiologiquement cette fois-ci. En effet, comme si l'écho persistant de cette langoureuse complainte eût possédé quelque obscur pouvoir ésotérique, à l'appel de cette absconse incantation, la dégoûtante substance congestionnée qui me souillait de la tête aux pieds se mit à réagir bizarrement. Cette sortie de gelée dénaturée glissa lentement sur toute la surface de mon épiderme pétrifié et en vint progressivement à se substituer à la totalité de mes vêtements en lambeaux
pour me gratifier d'une sorte de seconde peau infiniment capiteuse et remarquablement accommodante. Puis le cantique reprit et sous l'influence irrépressible de son envoûtante prosodie, j'avançai d'un pas de plus en me jetant dans le néant. Dès lors, plus rien ne fut comme avant. À l'ample frayeur qui me désemparait, suppléa une douce quiétude qui me réconforta. À l'hystérie qui me tarabustait, se transposa une béate euphorie qui me rassura. Et confusément, plutôt que de m'efforcer à déserter ce lieu infernal à tout prix, je lui trouvais désormais un fascinant attrait manifeste, et commençais même à m'y plaire impudemment. Je n'aurais su dire si je nageais ou si je volais, mais il reste indéniable que je planais, dans une inconcevable matière tenant aussi bien de l'eau que de l'air. Car je naviguais indistinctement de l'un à l'autre sans éprouver la moindre gêne à respirer, lorsque par moments il me fallut progresser en traversant de vastes zones totalement immergées. J'aurais aimé pouvoir expérimenter davantage les nombreux apanages que dispensait assurément cette surprenante mouise graveleuse, telle que la courte chaleur qu'elle me prodigua ou cette capacité tant convoitée de pouvoir évoluer sous l'eau sans apport d'oxygène. Et de surcroît, je me perçus intensément ragaillardi et bien plus leste qu'auparavant. Mais comme toute médaille flagorneuse procède souvent d'un obscur revers, l'influence néfaste de cette tourbe crapuleuse se fit bientôt ressentir. La perfidie de cet ignoble stratagème fut presque imperceptible. Néanmoins, je me vis atterré de constater mon regrettable changement comportemental. Je me surpris à régresser vers un état primate et sauvage, uniquement guidé par mes bas instincts anthropophages. Car en dépit de toute morale, désormais je n'aspirais plus qu'à mordre vigoureusement dans la chair fraîche et tendre, ainsi que me repaître plantureusement de sang tiède et goulayant. Il me fallut faire preuve d'une extrême fermeté pour parvenir à endiguer l'asservissement de cette gangue pestiférée, et je pense que j'aurais rapidement fini par succomber à son emprise si je n'eus soudainement été fougueusement aspiré par le tumulte d'un imparable tourbillon. N'ayant d'autre alternative, je me laissai ainsi porter en toute quiétude dans l'œil serein de ce cyclone bouillonnant, qui me propulsa vers d'autres étendues encore plus extravagantes, aux décors imaginaires et insensés. Durant ce long voyage assujetti, je fus notamment interloqué d'y croiser une kyrielle d'antiques monolithes d'aspect rocailleux, jalonnant pieusement le parcours et qui, sans nul doute, avait pour vocation d'honorer les êtres primordiaux qui vécurent jadis ici-bas. Certains de ces mégalithes, qui s'élevaient sur près de 50 mètres, me parurent acceptables dans la cohérence de leur conception, mais j'en découvris d'autres qui ne s'apparentaient à rien d'humainement concevable, et je conjurais sombrement que lors de leurs exécutions, les artistes n'eurent recours qu'à leur simple imagination torturée en guise de modèle. Somme toute, tout cela présageait fort de l'imminence d'une fabuleuse révélation primordiale, et c'est effectivement dans l'enceinte d'un aliénant sanctuaire morose et spectral que je fus perfidement intronisé à dessein. Toutes ces aberrantes tribulations qui avaient abusivement déferlé sur moi depuis la mort d'Édouard commencèrent à prendre sens lorsque je compris où j'étais et pourquoi on m'avait acheminé jusqu'ici.
toutes ces incroyables légendes allégoriques invoquant le récif du diable et l'impénétrable secret qu'il était censé renfermer n'étaient pas que de simples rumeurs infondées, j'en eus la preuve formelle sous les yeux. Cette crypte inaccessible noyée dans les impensables bas-fonds putrescents de ce récif organique disposait néanmoins de proportions monumentales. Dextrement façonné des imposants blocs de cette roche inconnue, le mausolée s'ouvrait sur un long couloir disproportionné, au fond duquel semblaient flamboyer quelques torches embrasées. Je m'y introduisis avec autant de dévotion que de pondération, car une pesante atmosphère chargée de mysticisme hantait résolument chaque recoin de ces sordides catacombes. Une tenace odeur de mauvais encens tentait pitoyablement de parfumer le sépulcre de ces effluves irritantes et nauséeuses. Mais c'était la découverte du tombeau qui trônait au centre de cette impraticable concession que toute mon attention fut d'emblée captivée. Quelle que fût cette personne dont le corps à présent momifié reposait sur cette stèle adulée, sa renommée dut être phénoménale pour qu'un tel édifice lui fût ainsi décerné pour la postérité. En m'approchant davantage de l'étrange sarcophage, je pus y discerner le nom du défunt gravé en latin sur une petite plaque d'étain. Sigis dans l'écrin de Dalriata, le démiurge Zacharie McPierce. Loué soit son règne dans l'attente qu'il renaisse. Tu devrais même pas tenir debout. C'est pas possible. Agathe,